Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis 30 ans, vous publiez chaque année un livre dont la gestation vous a demandé exactement 9 mois. Un accouchement à l'issue de diversions écrites à raison de 4 heures par jour. Autrement dit, un travail de fourmi. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors, les mémoires d'une fourmi sortent chez Albin Michel. 30 ans de livres, 30 livres justement, oui. 30 millions de lecteurs. Donc ce livre, vous racontez, va être le fil conducteur de ces clés d'une vie à partir de dates clés, comme d'habitude, si vous l'acceptez. Avec plaisir. Alors la première date que j'ai trouvée, alors, ça vous dira peut-être rien, mais c'est important dans votre vie, c'est le 4 octobre 1971. C'est la parution du numéro 137 de Pif Gadget, où il y a des petits pois sauteurs du Mexique. Voilà. D'abord, peut-être que mon intérêt pour la science est venu de la lecture de Pif Gadget. En tout cas, je me rappelle de la joie. Tous les lundis matins, j'allais voir le marchand de journaux et j'attendais mon exemplaire de Pif Gadget. Et donc, il y a une fois où il y avait en effet ces pois sauteurs. Par la suite, j'ai mené l'enquête pour savoir comment ça se fait que ces pois sautaient. Et en fait, il y a un petit ver à l'intérieur qui se débat pour sortir. C'est comme si on prenait un œuf dans lequel il y a un poussin et on met du vernis autour, donc il se débat pour sortir et ça fait sauter l'œuf. Voilà. Donc c'est un truc un peu cruel, mais enfin c'est comme ça que je me suis intéressé à la science. Il y avait aussi des pifis avec des œufs où l'on faisait éclore une espèce de crustacé. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait l'idée de Pif Gadget, elle s'est inspirée des cadeaux bonus de notre enfance, où on offrait des cadeaux avec la lessive, et les directeurs commerciaux ont eu l'idée d'appliquer ce principe à un journal. Ah, je ne savais pas du tout, mais je sais que c'était une équipe de publicitaires, oui. Et qu'il avait proposé à plusieurs groupes, dont Hachette. C'était finalement Vaillant, le groupe Vaillant qui avait accepté, donc il s'était retrouvé avec cette structure un peu étrange. Mais il devait toutes les semaines inventer aussi une technique de fabrication industrielle pour que ça puisse rentrer dans un journal. Alors, la lecture de votre enfance, c'est aussi les travaux d'Hercule ou les contes et légendes. Les contes et légendes, à chaque distribution des prix à cette époque-là, on donnait les invendus des contes et légendes aux pauvres élèves. Oui. Moi, j'adorais ça. Vraiment, on découvrait... C'est du tourisme et du voyage dans le temps, dans l'espace et dans le temps, grâce à des petites histoires. Voilà, j'adorais ça. Et la lecture, Bernard Werber, c'est né, je crois, de votre père François qui vous lisait une histoire chaque soir. Oui, je crois que c'est important surtout pour les papas, de créer de l'imaginaire dans les enfants, dans l'esprit des enfants. La facilité, ça consiste à les mettre devant un dessin animé ou de les mettre devant un jeu vidéo. Et il faut retrouver cette tradition de l'histoire racontée avant de se coucher, qui fabrique des images et qui permet ensuite à l'enfant de fabriquer son propre imaginaire. Et là, à 5 ans, vous vous souvenez de quelle histoire il vous racontait, votre père, Bernard Werber ? Je me rappelle la guerre de Troie. Parce que la guerre de Troie, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours considéré que les Troyens étaient les gentils et que les Grecs étaient les méchants. Et par la suite, j'ai pu vérifier que c'était le cas. Seulement, les Troyens n'ont pas laissé de texte et les Grecs en ont laissé. Donc, c'est le vainqueur qui réécrit l'histoire selon ce qu'il arrange. C'est ce qui se passe toujours. Alors, il faut savoir aussi que votre père, donc François Werber, a été un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il a participé au débarquement. Alors, héros, le mot est peut-être un peu fort. Disons que ma famille a fui par les Pyrénées parce qu'ils étaient à Toulouse jusqu'à Barcelone. Et à Barcelone, il y a une organisation américaine qui ils ont aidé à avoir des faux passeports. Il a pu traverser en bateau portugais l'océan Atlantique. Ils ont été interceptés par un sous-marin allemand qui cherchait des aviateurs anglais dans le bateau. Je me rappelle, il m'avait raconté ça. Et une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, à New York, il s'est engagé dans l'armée américaine et il a fait le débarquement, mais pas dans les troupes d'Omaha Beach. Et il était mécano dans les tanks et il n'a tué personne. Donc c'est un demi-héros. En tout cas, je crois que c'est bien qu'il ait tué personne. Maintenant, il était à l'endroit où il fallait être au bon moment. Un demi-héros, mais un homme de grande taille, parce qu'il était très grand, votre père. Il était très grand et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de classe. Je me rappelle, je me suis dit, si je réussis, je lui ressemblerai, parce qu'il émanait de lui un charisme naturel. C'est agréable d'avoir un père où on se dit, waouh, c'est une force, c'est une puissance, et c'était une puissance discrète, c'est-à-dire que il émanait une force naturelle de lui qu'il n'avait pas besoin de montrer. C'est lui qui m'a inspiré cette idée, la vraie force ne se montre pas, elle est sous-entendue. Voilà. Et puis c'est lui aussi, Bernard Werber, qui vous a appris à jouer aux échecs.
Oui, alors ça c'est vraiment une tradition familiale. Mon grand-père a appris à jouer, m'avait-il dit, donc il s'appelait Isidore Verber, il avait appris à Barcelone sur des petits cartons, des échiquiers qu'il faisait avec des cartons. Du coup, mon père s'est mis à jouer et du coup, il m'a appris. Et moi-même, j'ai appris à mes 2 fils les échecs. Ça devient une sorte de lien transgénérationnel. Mais les échecs, c'est un dialogue. C'est-à-dire, je me rappelle quand je jouais aux échecs avec mon père, c'est comme si on se parlait avec les pièces. Et c'était des moments très sympathiques. Jusqu'au jour où vous l'avez battu. C'est peut-être un pur hasard si ça s'est arrêté, nos parties sont arrêtées là, mais là je me suis mis à faire un peu de compétition jusqu'à ce que je me fasse massacrer par des professionnels. Et là, c'est moi qui me suis... Enfin, il y a toujours plus fort que soi. C'est là, moi qui me suis arrêté. Oui, mais là, Bernard Werber, il y a eu un match impressionnant où il y avait 12 adversaires contre Karpov. Ouais. Et vous avez été le dernier à tenir le choc. C'était il y a 3 ans. Alors, pour l'anecdote, pour ceux qui jouent aux échecs, c'est simple, Karpov, il joue en défense. Et j'ai rapidement compris qu'il faut surtout pas l'attaquer, donc je me suis mis à jouer en défense aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai tenu longtemps. Karpov est un ancien du KGB, et quand on joue avec lui, on a vraiment la sensation qu'il vous détruit progressivement. Et je voyais bien que les autres joueurs autour commençaient à suer, à être angoissés. Et moi, je m'étais dit, il faut garder le sourire. Et même s'il va me détruire, d'abord, je joue pas pour gagner parce qu'il n'y a aucune chance que je gagne. Il faut essayer de lui montrer que même pas mal. Voilà. Il faut savoir que Karpov a été 11 fois champion du monde et c'est aussi un éminent philatéliste. Et sur le plan mondial, il est parmi les plus grands collectionneurs, notamment un spécialiste de la Belgique, et il a vendu sa collection pour 2 millions d'euros en 2011. Entre nous, quand vous l'avez en face, vous avez juste l'impression de voir un tueur, le méchant du James Bond. Mais on s'est quand même serré la main et sa femme m'a dit qu'elle était lectrice de mes livres en russe. Il est charmant, mais je pense que ce garçon a fait des choses dans la vraie vie qui sont comme dans les films de James Bond. Voilà. Alors, dans la vraie vie aussi, Bernard Werber, ça a été beaucoup plus calme, notamment à l'école, où vous étiez un mauvais élève sans mémoire. Alors, j'étais un mauvais élève dans toutes les exercices qui réclamaient de la mémoire, exactement, mais j'étais bon dans tous les exercices qui demandaient la créativité. Et je regrette un peu que l'école prévoit de nous mettre des dates historiques et des noms de fleuves et ne nous développe pas plus la créativité. En tout cas, j'ai eu quelques professeurs qui m'ont encouragé à être créatif, et c'est ces professeurs que je remercie d'ailleurs dans le livre, parce que c'est grâce à eux que j'ai compris qu'on pouvait aussi, en proposant des idées nouvelles, avancer et être estimé. Oui, il y a des choses qui n'ont pas marché, comme les cours de piano que oui. Votre mère vous a obligé à Ma mère était prof de piano. Oui. Mais le piano aussi, c'est un domaine où il faut... Enfin, je conseille, s'il y a des profs de piano qui m'écoutent, de trouver une dimension ludique et pas une dimension disciplinaire. C'est un instrument qui inspire la dureté. Enfin, tous mes profs que j'ai eu, j'en ai dû en avoir 5 ou 6, étaient tous durs. Et dès que je me suis mis à la guitare, je suis tombé que sur des profs sympas. Donc actuellement, je joue de la guitare et très peu de piano. Voilà. Et il y a aussi d'autres choses qui sont mieux passées, comme le dessin, car votre mère pensait que vous seriez un excellent dessinateur. Vous avez pris des cours là aussi. Nous sommes... Ah non, j'ai pas pris de cours. Mais nous sommes le fruit de l'ambition de nos parents. Ma mère m'a toujours vu comme un peintre et un dessinateur. Donc du coup, elle m'a dit, elle me mettait tout le temps le papier, elle me mettait tout le temps un stylo, et puis elle disait que j'étais un génie du dessin. Elle m'a pas demandé mon avis, mais au bout d'un moment, rien que pour lui faire plaisir, je me suis mis à dessiner, à peindre, et ouais, je crois que le regard d'une mère nous forge. Romain Gary aussi en parle très bien, et je crois que j'ai fait beaucoup de choses rien que pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'elle estimait de moi, et voilà. J'allais dire, derrière chaque personne exceptionnelle, il y a une maman qui a décidé que vous étiez exceptionnel. Voilà. Et il y a une femme exceptionnelle aussi que vous avez admirée, c'est celle qui est dans ce feuilleton. Diana Rigg, pour vous la plus belle femme du monde, dans chapeau melon et bottes de cuir. Mon premier réveil sensuel vers les femmes, ce qui me plaisait, c'est qu'elle a de l'humour, elle est dynamique, et puis... tout le principe de chapeau et bottes de cuir, pour moi, est parfait. C'est-à-dire, il y a une dimension délirante, d'absurde, un côté british, un côté scientifique aussi. Et ces deux-là, Macnie et Diana Rigg, étaient fabuleux. Et par la suite, j'ai
je me suis inspiré en tout cas de ce couple-là pour faire mon couple de héros Isidore et Lucrèce dans certains de mes romans, où je voulais reproduire ça, le couple qui arrive à résoudre des problèmes là où tous les autres policiers normaux n'y arrivent pas. Et ce qui est curieux, c'est que Diana Rigg, avant de nous quitter, a avoué qu'elle avait détesté ce feuilleton parce qu'elle ne voulait pas avoir l'image d'un sexe symbole, et en plus, elle était très mal payée, moins payée que le caméraman. Oui, mais ça s'est arrangé après. Hein. Oui. C'est-à-dire c'est sur la version noir et blanc qu'elle était mal payée, puisque je me suis intéressé aussi à ça. Et quand on est passé à la version couleur, elle a dit comme condition sine qua non d'avoir un salaire décent. Mais il tournait un épisode par semaine. Oui. Donc c'était... j'allais dire un peu comme Plus belle la vie, c'était un système un peu industriel, ils avaient que 4 plateaux et ça se faisait très très vite. Surtout les scénaristes qui étaient excellents s'amusaient à essayer de la rendre la plus sexy possible, ce qui participait au bonheur des spectateurs. Elle se considérait comme une actrice de théâtre et elle faisait ça juste pour payer son loyer. Voilà. Eh ben, en tout cas, nous, on a gagné une héroïne à Est-ce voir. que ça vous a fait le même effet? Ah ben comme tout le monde, on était tous amoureux de Diana Rigg. Alors ensuite il s'est passé d'autres choses, et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 15 février 1991. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Werber, Mémoire d'une fourmi chez Albin Michel, vos mémoires, 30 ans de carrière, 30 livres, 30 millions de lecteurs, et ce livre, il y a plein de révélations sur vous, et j'ai découvert finalement, en fouillant un peu, que le 15 février 1991, c'est là qu'est sorti votre premier livre, Les fourmis, après des années de travail, et je crois 12 ans. 12 ans de travail et 12 versions. Non, beaucoup plus. Oui, si. 12 versions officielles. Oui, c'est vrai. C'est assez étonnant. Les dernières faisaient quand même 1500 pages, donc c'était des pavés. Voilà. C'était pas adapté au monde de l'édition. Mais je crois que vous écrivez vite parce que vous avez pris des cours de dactylo. Oui. Alors ça, c'était au lycée Ozen à Toulouse. J'étais dans un lycée dit économique et il y avait comme proposition d'option la cuisine ou la dactylo, ou je sais plus, des trucs de sport. Et j'ai appris dactylo, j'étais le seul garçon. Et je savais pas pourquoi je le prenais ça, mais maintenant je le sais. C'est comme s'il y a des choses que vous comprenez plus tard. En tout cas, maintenant, ça me sert bien parce que je tape très très vite à la machine, ce qui me permet, en même temps que je pense à quelque chose, que ça apparaisse à l'écran. Et d'ailleurs, c'est à cette époque, au lycée, que vous avez créé un journal qui s'appelait La soupe à l'Ozen, et pas l'Ozen, et qui a été un 3000 exemplaires au premier numéro. En fait, on a tiré 3000, on a vendu les 3000 parce qu'il y avait un concept étrange qui était des bandes dessinées qui se lisent avec des parfums et de la musique. Donc, je fabriquais des parfums, il fallait trouver les musiques et il fallait couper les languettes, les imprimés de parfum, les mettre sous cellophane, le scotcher à l'intérieur. Ça, vous le faites 3000 fois, mais vous le faites pas 5000, hein, parce que ça fait vraiment mal aux doigts. Et puis, on était juste 3 à faire ça. Voilà. C'était un gros boulot. Mais avec l'accord du proviseur qui était ravi de tout ça. Il avait une machine offset qui servait à rien, donc il m'a payé une formation d'imprimeur. Je dois être l'un des rares écrivains qui sait comment utiliser une imprimerie offset, et je trouve ça fait partie du métier. Savoir comment cet objet-là est fabriqué, se poser la question, en tout cas, comment on arrive à reproduire autant de pages aussi vite, ça me semble intéressant. Et dans ce journal, vous avez fait votre première interview, qui n'est pas n'importe qui était Serge Gainsbourg. Ouais, c'était un moment. Déjà, il avait des problèmes de santé, donc en fait, c'était chez Priva. Il y avait son dernier livre, c'est Evgeny Sokolov, qui d'après c'est les lettres de son nom inversées. Et personne n'osait l'approcher. Il était un peu comme un fauve qui impressionnait tellement que les gens se mettaient autour. Et j'ai fondu le groupe. J'ai fondu l'espace entre le groupe et lui. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous poser des questions pour l'interview pour mon petit fanzine? Et il m'a dit oui. Il était très accessible et très ouvert. Il parlait très doucement. Je vais tout lui faire répéter. Et lui, il m'entendait doucement, donc je devais tout répéter. Mais il m'a sorti cette idée, ne tombe pas dans le piège dans lequel je suis tombé, à savoir avoir un masque. Moi, maintenant, j'ai le masque de Gainsbourg qui colle à celui de Gainsbourg. Toi, ne prends aucun masque et présente-toi tel que tu es. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, mais j'avais 16 ans. Ouais, mais c'était vrai. Moi, je me souviens d'interviews de lui à la radio. Il parlait doucement. Oui. Et dans la vie, il parlait tout à fait normalement après. Le masque tombait. Ah bon? Oui, complètement. Ah, moi, je pensais qu'il avait un problème de santé. Pas du tout. C'était un numéro. À la fin de sa vie, il a eu le problème de santé, mais pendant des années, c'était un numéro. Vous m'apprenez quelque chose. Alors, il se trouve que Les fourmis, c'est né finalement chez votre grand-père pendant les vacances, Bernard Werber. On avait une maison, pour ceux qui connaissent Toulouse, la Côte Pavée,
Et j'avais le choix entre aller en colonie, et j'aimais pas trop la colonie, ou rester chez mes grands-parents. Donc je restais chez mes grands-parents et toute la matinée, j'écrivais, je regardais des fourmis. Et l'après-midi, je me rappelle, un Schweppes. Et je regardais chapeau melon, botte de cuir. Et c'est toutes mes vacances, ça pouvait durer 2 mois. 2 mois à observer les fourmis, à les mettre dans des bocaux, à prendre des notes, à écrire des histoires sur les fourmis. Mais pourquoi comme ça, une envie de découvrir les fourmis? Elles vous fascinaient? Non, c'est simple, parce que tous les animaux m'intéressaient, mais c'est les seuls qui partaient pas quand j'arrivais. Si vous vous intéressez aux lézards, dès que vous approchez, ils sont immobiles un petit moment, et puis après ils se mettent à courir. Pareil pour les grenouilles, pareil pour les araignées, on peut pas faire grand-chose avec des araignées, pareil pour les limaces. Et les fourmis, et les fourmis, quand vous mettez le doigt, elles montent sur votre doigt et elles agitent les antennes comme si elles étaient intéressées par vous. Et puis vous pouvez les voir en groupe. Quand même, une fourmilière, c'est quand même des milliers d'individus. Donc, il y avait cette idée qu'en observant une cité fourmi, je pourrais comprendre ma propre cité humaine. Et comme ça est née une histoire de 10 pages, l'Empire des fourmis, voilà, qui s'est développé. Voilà. Presque à votre insu. Je m'apercevais chaque fois que je pouvais en dire plus sur le même sujet. Donc, il y avait ce concept que mon héroïne est une fourmi et qu'elle raconte ce qu'elle vit. Donc, c'est-à-dire, à force de les observer, je me suis dit, tiens, imaginons que je suis moi-même une fourmi et que je bouge comme elle. Et à partir de là, je crois que l'histoire avait envie elle-même de grandir. Vous savez, peut-être que les histoires, c'est comme des plantes. Il y a une graine, on ne sait pas à quelle taille va prendre l'arbre, et vous êtes le premier en tant que jardinier à voir comme il monte haut. Oui, mais en même temps, vous méritez d'entrer dans le livre des records, parce que je n'ai pas connu beaucoup d'écrivains qui font 12 versions de livres de 1500 pages, et à chaque fois en évoluant, en fonction d'ailleurs de ce que vous apprenez. Alors, ma grande idée, ma trouvaille, d'ailleurs, que je peux donner comme truc pour les nouveaux auteurs, c'est que je ne relisais pas l'ancienne version. Souvent, quand on veut être écrivain, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sorte de version de base et on n'arrête pas de l'améliorer. Or, on rafistole, quoi. Et ça fait pas une bonne histoire. Et moi, j'ai rapidement compris, il faut que ça décante. Et pour que ça décante, il faut que on redémarre à zéro. Comme un bateau, ça sert à rien de rajouter des rustines si la coque prend l'eau. Il faut reconstruire tout le bateau. Donc, j'ai reconstruit plusieurs fois jusqu'à ce que le bateau soit présentable, on va dire. Parce que vous n'étiez pas content de votre version ? Surtout quand j'essayais de le faire lire à mon entourage, je voyais bien qu'ils n'y arrivaient pas. Ce qui est quand même le premier test de validité du bateau, ce qu'il faut qu'il coule pas tout de suite. Et là, je voyais mon entourage, il le lisait pour me faire plaisir et il s'arrêtait à la 100e page. Alors, il passait rarement à la 100e page. Et il y a eu un jour un éditeur qui vous a proposé de faire un essai sur les fourmis, parce que vous aviez écrit un article, je crois, dans l'événement du jeudi, exact. Et vous avez refusé. J'ai refusé surtout parce que j'avais mon manuscrit sur lequel j'avais tellement bossé, je me disais pas, attends, je vais pas faire une version banale du sujet sur lequel le grand intérêt, c'était que je donnais le point de vue d'une fourmi qui racontait sa vie. Et là, lui, ce qu'il me demandait, c'est de faire un livre comme un scientifique qui raconte comment vivent les fourmis, qu'elles font des galeries, qu'elles font de l'agriculture, qu'elles font la guerre. Donc, ce regard extérieur me semblait déjà très bien traité par des scientifiques. Pour moi, l'originalité, en tant que romancier, c'était de faire les aventures d'une fourmi vues par une fourmi. Nous allons expliquer dans quelques instants pourquoi vous êtes devenu ce que Paul Naref appelle le roi des fourmis. Cette chanson vous a inspiré ou non, Bernard Werber ? J'aime bien l'entendre. J'adore Paul Naref. Mais non, j'ai commencé à m'intéresser aux fourmis avant d'écouter Paul Naref. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, mes amis me le faisaient écouter. Et il y a un clip étonnant où il monte les marches qui mènent à la station du métro Pasteur comme une fourmi à petits pas. C'est assez particulier. Alors, tout démarre aussi quand un éditeur vous propose un contrat pour ce livre enfin à peu près terminé. Et là, il va y avoir une surenchère. C'est assez étonnant, Bernard Werber. C'est-à-dire, il y avait un éditeur qui voulait bien s'intéresser à mon livre, mais qui voulait pas me signer de contrat. Et il y a un autre éditeur qui a appris qu'il y avait ça. En fait, c'est né d'un quiproquo. 2 éditeurs se sont dit je vais lui piquer à l'autre. Et en fait, j'ai choisi l'éditeur qui avait lu le manuscrit parce qu'il y en avait un des deux, à savoir celui que j'ai pas pris, qui voulait le livre juste. Je ne sais pas pourquoi il voulait le livre en fait. Donc, mais le fait qu'il l'ait pas lu et qu'il l'ait avoué, il m'a dit je l'ai pas lu mais je suis prêt à signer. Ça me semblait bizarre.
Donc je suis allé vers celui qui m'a dit, je l'ai lu nous avons envie, donc c'est Albin Michel, Oui. et nous avons envie d'en faire un événement. Et moi je comptais juste être publié. Pour moi être publié c'était l'acte final. Mais je crois que c'est mon éditeur qui s'est dit, il y a un potentiel de faire un best-seller. Donc je le remercie. Vous savez, je crois que derrière chaque artiste qui réussit, il y a quelqu'un qui a cru en lui, un producteur, un éditeur, quelqu'un qui s'est dit, ok, on joue la partie de poker avec ce produit et on va essayer de faire que, même s'il est bizarre et même s'il n'est pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les fourmis, même s'il rentre pas dans une grille, on va essayer de jouer sur l'originalité. Oui, surtout vous êtes arrivé à un moment où ce genre de livre de science-fiction n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Alors, je crois pas qu'il y en ait encore beaucoup aujourd'hui. La science-fiction, malheureusement, s'est cantonnée aux fusées, aux extraterrestres, aux hommes invisibles et aux super-pouvoirs façon Superman. Il n'y a pas... Ce que je fais, moi j'appelle ça philosophie fiction, c'est la vérité, mais présentée autrement. C'est-à-dire, ce que je raconte des fourmis, c'est la vérité. Je ne donne pas des pouvoirs, je donne pas des fusils laser à mes fourmis et je ne leur fais pas rencontrer les extraterrestres. C'est juste une manière de présenter quelque chose qui existe déjà autrement. Et pour moi, c'était les infraterrestres, c'est-à-dire pas besoin de chercher les extraterrestres dans le ciel. On a déjà juste à nos pieds des êtres qu'on méprise juste parce qu'ils sont de petite taille et qu'on ne voit pas l'intérêt qu'ils ont pour nous. On s'intéresse aux abeilles parce qu'elles font du miel, on s'intéresse pas aux fourmis parce qu'on ne sait pas en quoi elles peuvent nous être utiles. Voilà. Et les fourmis, ça a continué, et les humains aussi. On en parle avec une autre date, le 18 avril 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Werber, publication des mémoires d'une fourmi chez Albin Michel, un livre justement de plein de souvenirs. Et il y a une date importante dans ce livre, c'est le 18 avril 2007, la sortie de ce film. Nos amis les humains, un film que vous avez écrit et réalisé et qui a été produit par Lelouch, qui vous a appris le métier finalement. Oui, alors Lelouch c'est un type admirable parce que il m'a dit je te laisse faire tes erreurs, comme ça crée ton style. Et il a fait confiance dans le projet alors que évidemment personne ne voulait le suivre parce que le principe de Nos amis les terriens, c'est un documentaire extraterrestre sur les humains. Donc c'est comme si une espèce non humaine nous observait. Donc on voit pas d'extraterrestres, mais par contre on voit les humains tels qu'ils pourraient être observés dans un documentaire animalier fait par des non-humains. Et dans ce film, il y a Audrey Dana, que personne ne connaissait, voilà, qui ensuite a été repérée par Lelouch et a tourné dans Roman de gare, entre autres. Elle a été nommée au César. Exactement. Mais c'est peut-être ce qui reste de plus flagrant du film, parce que le film lui-même n'a pas connu le succès escompté. C'est devenu une sorte de truc d'aficionado, tout simplement parce qu'au moment où il est sorti, on était en plein dans les élections. À l'époque, c'était Sarkozy contre Ségolène Royal, et aucun média ne voulait parler d'autre chose. En tout cas, très peu de médias ont signalé l'existence, voire zéro média, l'existence de ce film. Donc c'est vraiment les spectateurs qui ont dû le découvrir. Et j'ai le nom et l'adresse de tous les spectateurs. Alors, non, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement... Non, on a dû faire 100 000, mais c'était pas suffisant pour entrer dans notre budget. Alors, il se trouve aussi, Bernard Werber, que finalement la presse a parlé assez peu de vous, mais le bouche à oreille a fait les files d'attente dans les dédicaces. Et ça, c'est venu petit à petit, dès le deuxième livre. Je crois que ce n'est pas un sprint, le métier d'écrivain, c'est un marathon. Il faut tenir la distance, il faut être régulier. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai duré 30 ans, que j'ai fait 30 livres. Je me suis dit, à force d'enfoncer le même clou, il va finir de frapper le même clou, il va finir par s'enfoncer. Et c'est ce qui s'est passé. Au début, dans mes dédicaces, il y avait peu de gens, voire personne. Certains, qui parlaient de la solitude de l'écrivain qui voit personne arriver, comme le pêcheur qui a pas de poisson qui mord. Et puis, progressivement, le bouche à oreille a fait que les files ont augmenté. Maintenant, il y a chaque fois entre 300 et 400 personnes, donc c'est très agréable. Et jamais je me plains, jamais je dis j'ai la crampe du poignet, puisque je suis passé par la phase où il y a personne qui vient, donc j'apprécie énormément qu'il y ait des foules.
Et vous ajoutez toujours un petit dessin d'une fourmi dans les dédicaces. Ou d'un ange, ou d'un poisson, ça dépend, ou d'un chat, Ouais. ça dépend des livres. Mais j'aime bien l'idée de faire un dessin plutôt que de faire un discours, puisqu'on ne connaît pas la personne qui est en face. Surtout si on doit faire 300 personnes et pour chacun, il faut trouver une petite phrase adaptée. Ça commence à être compliqué. Là. Tandis que si je fais un dessin, d'abord j'adore dessiner, peut-être grâce à maman, mais ça leur donne l'impression aussi d'avoir une sorte de petit quelque chose, un livre précieux, parce que quand je mourrai, évidemment, toutes ces dédicaces prendront beaucoup de valeur. Le plus tard possible, j'espère. Mais il y a aussi une chose étonnante, c'est que vous avez été un phénomène de société, et même dans les milieux scolaires, votre livre a été recommandé en version poche aux professeurs. Et ça, c'était un événement, Bernard Werber. C'est surtout là, c'est toujours pareil. Derrière chaque réussite, il y a un type. Donc là, derrière mon décollage en monde d'édition, c'est Richard Ducousset, mon éditeur d'Albin Michel. Et derrière mon décollage en livre de poche, c'est Max Prieux, qui est un homme qui tout d'un coup s'est dit, tiens, ce genre de livre, ça devrait donner envie aux jeunes qui ne veulent pas lire, de lire. Et donc, il l'a prescrit aux professeurs, les professeurs l'ont prescrit aux élèves. Et maintenant, je me retrouve 30 ans plus tard avec plein d'adultes qui me disent, j'ai commencé à lire à l'école avec votre livre parce que notre prof nous l'avait prescrit. Et je crois que c'est l'idéal. En fait, j'ai eu le trajet idéal, c'est-à-dire non pas les prix littéraires et le système habituel des critiques et des émissions qui semble le système le plus connu, mais en dehors, j'ai eu quelques critiques qui m'ont soutenu, mais enfin, c'est surtout le bouche à oreille, les libraires et les profs de français qui l'ont prescrit. C'est ça qui m'a permis, en tout cas en poche, de décoller beaucoup plus fort que le livre lui-même en grand exemplaire. Et pourquoi ont-ils prescrit ce livre plutôt qu'un autre, à votre avis, Bernard Werber? Je crois que c'est le côté animalier. On se dit que les jeunes aiment les histoires d'animaux. Si vous leur donnez des drames psychologiques ou des drames amoureux, ils vont peut-être se sentir exclus. Tandis que tous les jeunes ont eu un moment, un autre, un instant où ils sont restés à observer une fourmilière. Ils se sont dit comment ça marche là-dedans, pourquoi ils font ça. Et c'est peut-être l'expérience humaine la plus répandue, c'est d'être resté enfant à observer une fourmilière. Alors parfois, il y en a qui enchaînent en détruisant la fourmilière, donc ils peuvent mesurer leur pouvoir de géant sur un petit monde. Et puis parfois, il peut y avoir juste un questionnement. Pourquoi ils arrivent à faire des routes comme ça? Pourquoi ils transportent de la nourriture? Pourquoi ils se font la guerre? Pourquoi ils se défendent en tirant des jets d'acide formique avec leur abdomen? Voilà. Mais en tout cas, je dois beaucoup au livre de poche et à Max Prieux et Simon Tende, qui sache que j'ai le sens de la gratitude. Alors, il se trouve que votre livre a décollé, vous avez failli décoller aussi, car vous avez un jour construit un vaisseau spatial avec l'envie de quitter la Terre, Bernard Werber. Ça, j'étais enfant. Oui. J'avais... c'était une idée, une obsession... à partir de l'âge de 5 ans, je dessinais des vaisseaux spatiaux avec l'idée que il est temps de partir ailleurs, redémarrer tout proprement, parce que là on a fait des erreurs qui ne peuvent plus être corrigées. C'est le mythe de Noé. Il va y avoir le déluge, donc préparons le vaisseau qui va nous permettre à un petit groupe de survivre. Ce mythe-là m'a toujours hanté. Et j'en ai fait d'ailleurs un livre qui s'appelle Le Papillon des étoiles, dans lequel j'imagine un projet dans lequel il y a un énorme vaisseau contenant 144 000 personnes qui quittent le système solaire pour aller féconder un autre système, mais 1800 ans plus tard. Alors, vous n'avez pas quitté la Terre, mais vous avez beaucoup voyagé, et vos livres aussi. Et je crois que la première édition internationale, c'était la Corée, grâce à une étudiante. Oui, Miss Choi. Je pense qu'elle ne m'entendra pas. Non. Non. Mais elle avait vu le livre et elle s'est dit, je vais le proposer à l'éditeur de Au nom de la rose en Corée. Et cet éditeur était en train de faire faillite. Et il a tout misé sur le bouquin. Et maintenant, il est devenu numéro 1. Il s'appelle Open Books. C'est mon éditeur coréen. Et il m'a invité en Corée. J'adore ce pays. Les gens là-bas lisent beaucoup, sont très bien éduqués et ils ont une sorte de gentillesse et de curiosité envers tout ce qui vient de France qui vraiment est extraordinaire. D'ailleurs, vous avez permis à d'autres livres français d'être traduits en coréen. Ben, vu le succès qu'il a eu, je crois qu'il est resté 1 an numéro 1 en Corée. Du coup, les autres éditeurs coréens se sont dit on veut aussi notre auteur français. Donc, ça a permis à quelques autres auteurs d'être publiés. Et ça a été beaucoup plus dur au Japon, car vous êtes tombé sur un traducteur qui traduisait en français sans parler français. C'était une imposture. Oui, c'était une imposture. Il se faisait passer pour un traducteur, mais en fait, il ne parlait pas un mot de français. C'est pratique. Mais il se faisait passer pour un spécialiste de la littérature française parce qu'il disait qu'il était l'ami de Jean-Paul Sartre.
Et en fait, quand j'ai rencontré, je me suis aperçu qu'en fait, il avait croisé Jean-Paul Sartre, mais qu'il ne s'était pas parlé. Mais il racontait partout qu'il connaissait Jean-Paul Sartre. Bon, en fait, il le connaissait pas du tout. Et il a voulu mettre des poésies de Rimbaud dans mon texte. Pratiquement, c'était une page de texte à moi, une page de poésie, une page ce qui fait qu'on ne comprenait plus rien. Et il a fallu que quelqu'un s'aperçoive qu'il lardait le texte des fourmis de poésie de Rimbaud pour qu'on revienne au texte originel. C'est une femme de ménage, je crois, qui s'en est aperçue. Voilà, une coréenne. Elle a dit, mais non, c'est pas du tout cette histoire. Il dit, mais il y a des poésies partout. Voilà. Mais bon, vous savez, c'est étrange quand on suit la vie de ces livres à l'étranger. Je pense que vous aussi, vous avez dû faire ce genre d'expérience. Les traducteurs sont quand même des gens assez bizarres. Alors, il y a aussi les États-Unis où là, ça n'a pas marché du tout parce qu'un Français aux États-Unis, ça marche pas. Il pense d'ailleurs que Pierre Boulle est américain. Voilà. Mais par contre, de manière étonnante, alors là, je croulais sous les critiques dithyrambiques disant que j'étais l'événement littéraire du moment. C'est-à-dire ce que j'ai pas en France, je l'ai eu aux États-Unis, et ce que j'ai eu en France, je l'ai pas eu aux États-Unis. C'est-à-dire plein de critiques. Très gentil, et le public, de toute façon, le public n'a pas pu trouver le livre parce que mon éditeur a fait un tout petit tirage ce qui faisait que le livre fallait le commander et était introuvable. Voilà. Alors, il y a un livre qui a aussi compté pour vous, c'est Le Standinge de Bérurier. Oui. Car Frédéric Dard vous a appris une chose, c'est travailler régulièrement, Bernard Werber. En fait, j'ai jamais rencontré Frédéric Dard, ce que je regrette énormément, mais j'avais lu une interview dans laquelle il disait « Le secret pour être écrivain, c'est travailler de 8h à 12h30 ». Et par chance, quand j'ai fait ma fac de droit, les cours étaient l'après-midi, donc j'ai pu, dès que j'ai eu mon bac, commencer à travailler de 8h à 12h30. Et là, je suis entré dans une cadence qui est tous les jours. J'écris 10 pages, 8h à 12h30. Pas forcément des bonnes, mais j'en écris 10. Et c'est là où je reviens à cette idée de marathon, c'est-à-dire qu'il faut trouver une régularité. L'imagination est comme un muscle. Plus vous le sollicitez, plus ça devient facile. Oui, et Frédéric Dard avait 3 maisons, 3 machines à écrire, des machines avec une boule à l'époque. 3 femmes? Non, une seule femme. Une seule femme qui était sa deuxième femme, Françoise, et une fille, Joséphine, et un fils. Mais surtout, il avait des petites boules à l'époque dans les machines à écrire. Oui, il en avait une collection d'une centaine parce qu'il avait toujours peur qu'il en manque. Et c'est comme ça qu'il écrivait, mais d'une traite, sans jamais relire. Et c'était des chefs-d'œuvre. Il est, pour moi, Frédéric Dard, j'espère qu'on va pas l'oublier, c'est notre grand auteur français. En dehors de San Antonio, ce qu'il a fait dans le polar est assez extraordinaire. Et vous savez, le vrai enjeu, c'est de durer, c'est-à-dire de survivre à sa mort. Voilà, j'espère que puisqu'on évoque son existence, ça donnera envie à vos auditeurs d'aller voir le travail de Frédéric Dard, car c'est un grand, grand monsieur. Oui, qui écrivait des romans policiers, des pièces de théâtre, des films à une allure incroyable, et toujours avec le sourire. Oui, puis c'est un personnage truculent, il mélangeait sexualité, violence, enquête, il avait des personnages extraordinaires, dont le fameux Bérurier, qui est le français moyen dans tout ce qu'il a de plus amusant et de plus généreux. Et qui existait vraiment, c'était un personnage qui était dans son enfance chez une vieille dame, qui avait une jambe en moins, qui était une horreur, et il s'en est inspiré pour créer ce personnage de Bérurier. Moi, ça me faisait rire. Surtout, ce qu'on peut attendre de mieux d'un livre, c'est qu'il vous crée des émotions. Alors, moi, Frédéric Dard, ça me faisait rire, ça me faisait peur, ça me faisait avancer. Et c'est ça le vrai talent du conteur, le vrai talent de l'écrivain, c'est qu'on vive quelque chose en lisant l'histoire. Et à propos d'émotion, vous dites une chose incroyable dans ce livre, Bernard Werber. Vous dites que vous avez décidé un jour d'écrire pour l'expérience en prenant de la marijuana. Alors, oui, c'était pour les thanatonautes. Le thème du livre, c'est des gens qui sortent de leur corps, enfin dans l'esprit sortent de leur corps pour aller visiter le paradis comme un continent, comme Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et je me suis dit, pour arriver à parler de cet état de conscience différent, il faut moi-même que je mette un état de conscience différent. Donc je n'avais jamais pris avant. Un ami m'a dit, il faut pas prendre n'importe quoi, il faut prendre de la qualité. Donc il m'a fourni un produit de qualité et je me suis aperçu qu'en effet j'avais un état de conscience modifié. Mais essentiellement, c'est pas tellement la marijuana, c'est surtout la musique. J'écoutais Michael Field Incantation et c'est cette musique lancinante qui m'a donné l'impression d'être en transe. Et après j'ai vu que ça marchait tellement bien que je me suis dit, ok, il faut pas que je devienne addict, donc j'ai arrêté. C'est l'unique livre que j'ai écrit sous produit et je n'en écrirai plus d'autres. Et je pense que je conseille pas aux gens de faire l'expérience, ça rend paranoïaque, ça rend addict.
Et c'était juste un livre, et il fallait vraiment s'arrêter là. Voilà. Et vous avez continué à écrire, et justement, c'est Mémoires d'une fourmi. On en parle dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 28 avril 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Werber. Donc, 28 avril 2022, sortie de Mémoires d'une fourmi chez Albin Michel. 30 ans de carrière, 30 millions de lecteurs, 30 pays. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui ? Parce que ma maman avait Alzheimer, elle est morte récemment, et je me suis dit, si moi aussi j'ai Alzheimer, ou si je meurs, tout ce qui s'est passé va être oublié, et tout ce savoir-faire que j'ai mis du temps à perfectionner sera perdu. Donc je me suis dit, il faut transmettre, il faut expliquer comment je m'y suis pris, qu'est-ce que je peux tirer de ça afin que d'autres qui veulent écrire puissent aussi le faire. Et j'ai organisé le livre selon les arcanes du tarot, parce que je me suis dit, en fait, toutes les vies correspondent aux arcanes du tarot, les 22 arcanes, et c'est une manière de faire comprendre aux gens que, quelque part, ce que je raconte, c'est pas très loin probablement de leur propre vie. Oui, et vous racontez votre parcours en précisant à chaque fois votre âge. C'est comme des rendez-vous. Enfin, le rendez-vous le plus important, c'est à 30 ans, je deviens écrivain. Donc, quand on parlait du chiffre 30, ça fait 30 ans, donc j'ai 60 ans. Donc, à 30 ans, je deviens écrivain et ça fait 30 ans que j'en vis. Et maintenant, je sais pas est-ce que je pourrais encore en vivre longtemps. Mais en tout cas, j'ai une chance extraordinaire de faire le métier qui est aussi une passion. Oui, en même temps, vous imaginez pas, voici 30 ans, que 30 ans plus tard, vous écririez ce livre. Non, mais moi je croyais être l'auteur d'un seul livre, Les Fourmis. C'est après, quand je me suis aperçu que les gens ne comprenaient pas que ça parlait des humains, j'ai fait le deuxième, et après, quand le deuxième a marché encore mieux que le premier, je me suis dit, on dirait qu'on peut gagner sa vie avec. Je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie en étant écrivain. Pour moi, c'était une sorte de hobby, comme il y en a qui font de la musique ou qui font de la peinture le dimanche. Et quand j'ai vu que je gagnais mieux ma vie en tant qu'écrivain qu'en tant que journaliste, je me suis dit, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais mettre toute mon énergie pour être écrivain. Oui, et vous racontez d'ailleurs que votre vie a failli s'arrêter à 14 ans en Corse lors de vacances. Oui. Alors, ça, c'est l'anecdote la plus surprenante qui est à l'ouverture du livre, c'est que je faisais le tour de la Corse en vélo, et on est tombé sur quelqu'un, je fais rapidement, qui m'a pris pour quelqu'un d'autre de nuit parce qu'il y voyait pas, et qui m'a collé un revolver sur la nuque, et qui m'a dit, je vais te tuer. Et il y a son fils qui a surgi. J'essaie de le faire au plus court pour pas traîner, mais qui a dit, tire pas papa, c'est pas lui. Et je me suis enfui, donc je dois ma vie à ce gosse qui a surgi. Et en fait, il s'était battu avec quelqu'un d'autre, il était aveuglé, et l'autre, en partant, a dit, je vais mettre le feu à ton restaurant. Donc du coup, il s'était mis avec un revolver à attendre que les gens arrivent, et c'est au moment où, pas de chance, je suis passé. Et heureusement, vous y avez échappé. En même temps, on vous a découvert il y a quelques années, une maladie qui aurait pu vous être fatale. Alors, il y a une maladie qu'on a découvert quand j'avais 9 ans, qui est la spondyliarthrite, c'est dur à prononcer, spondyliarthrite ankylosante, qui normalement aurait dû me rendre infirme, mais ça s'est arrêté à 30 ans quand je suis devenu écrivain. D'ailleurs, ça a aidé l'écriture pour guérir. L'écriture m'a sauvé. C'est pour ça que je parle d'écritothérapie. Je dis, si vous avez un gros problème de santé, essayez d'écrire, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a sauvé, parce que je rencontre d'autres gens qui ont ma maladie, qui sont dans des états beaucoup plus durs et beaucoup plus difficiles à gérer, et j'ai l'impression d'être un survivant. Après, il y a un autre pépin qui a été découvert, ça c'est plus récent, c'était à peu près il y a 8 ans, qu'on a découvert, j'ai un bouchon dans le cœur qui fait que je peux crever d'une seconde à l'autre, et ça m'a donné une perception du temps différente. C'est comme j'avais un danger permanent, et ça me donne envie d'écrire vite, de vivre plus fort, en sachant que ça peut s'arrêter d'un coup. C'est un bouchon que j'ai dans le cœur. Oui, mais qu'on ne peut pas opérer, le même médecin vous a dit, c'est pas la peine. En fait, si on pourrait opérer, mais l'opération risque d'être très traumatisante, parce que il faut ouvrir à cœur, c'est une opération, il faut ouvrir la cage thoracique. Je rentre pas dans les détails, mais il m'a dit tu vas d'un coup prendre 20 ans
de vieillesse, et il m'a dit tu peux peut-être y arriver à survivre malgré ce bouchon en faisant tous les jours 1 heure de cardio training, ce que je fais. Donc maintenant je fais tous les jours du sport précisément pour pas que ce bouchon grandisse. Et puis ce qui vous a aussi aidé il y a quelques années, c'est le yoga, car vous avez découvert le yoga un jour et votre premier cours de yoga c'était dans un bunker, je crois. Alors il y a quelques années, c'était en fait, j'avais 14 ans. Oui. Mais je suis tombé par le plus pur des hasards, en colonie de vacances, sur un jeune homme qui s'appelait Jacques Padovani et qui tenait un enseignement de yoga, mais extraordinaire, pas celui qu'on voit dans les clubs de quartier. Il m'a appris à respirer, il m'a appris à faire tout en conscience, il m'a appris à méditer, il m'a appris à faire de la sortie de corps, c'est-à-dire faire sortir avec mon esprit, avoir l'impression par la méditation que mon esprit sort de mon corps. Il m'a appris toutes sortes de choses qui ne sont pas liées au cours de yoga usuel, et j'ai tout d'un coup découvert une dimension invisible, irrationnelle, qui m'a inspiré dans beaucoup de livres. Et vous avez fait des expériences pour sortir de votre corps? Des corporations, je crois. Enfin, il y a eu celle que vous évoquiez, nous évoquions tantôt sur de la marijuana, oui, qui m'a fait une petite sortie, mais non maîtrisée. Sinon, par la méditation, j'ai l'impression que j'arrive à sortir un peu de mon corps. Mais je vois pas tellement, actuellement, je vois plus l'intérêt de faire ça, si ce n'est de savoir que c'est possible. Parce que c'est quand même dangereux. Je déconseille à tout le monde même de tenter de... Il faut pas faire n'importe quoi avec son esprit, mais il faut savoir que c'est possible. Donc le lire en tant que roman, oui. Le pratiquer, surtout pas avec n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Et moi, je me souviens de Paul Misraki, compositeur de Tout va très bien, Madame la Marquise, entre autres, et de plein de chansons, qui à 29 ans avait fait une expérience de sortie de son corps. Il était dans son lit et il s'était vu au-dessus. Il avait eu du mal à rentrer dans son corps et il n'avait jamais recommencé. Ah, ça arrive accidentellement. Par moment, il y a des gens qui, en se levant le matin, par moment, peuvent avoir ce genre d'expérience quand ils sont évanouis. Mais bon, c'est tout le truc des near-death experiences où le corps s'en va et parfois il revient. Alors, on est dans le domaine de l'irrationnel, donc je pense que chacun a des convictions ou pas de convictions sur ce sujet. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un sujet romanesque extraordinaire. Donc, mes personnages font de la décorporation, ils font de la méditation, ils font des régressions dans leur vie antérieure, ils font des tas de choses que j'espère réelles, mais personne ne pourra dire c'est vrai ou c'est faux de manière certaine. Il n'y a que au moment où on sera mort qu'on verra si c'était vrai ou pas. Oui, on a le temps. Et je crois que d'après une voyante, vous êtes à votre 112e vie. Ah, ça m'a amusé. Moi, je suis un conteur d'histoires. Alors, j'aime qu'on me raconte des histoires. Et j'ai rencontré un jour une médium. C'était Marie-Pierre Planchon, qui fait la météo marine, pas loin d'ici, à France Inter, qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et j'ai rencontré cette médium qui m'a dit vous en êtes à votre 112e vie, et elle m'a raconté. Alors j'ai dit moi j'y crois pas, parce que la plupart des gens dans leur vie antérieure se voient César, Cléopâtre ou Napoléon, et moi je pense que dans nos vies antérieures on était pour la plupart soit des ouvriers, soit des paysans, soit des soldats, et qu'on mourrait vers 30 ans. Et elle m'a dit en effet la plupart des vies sont pas spécialement intéressantes, mais vous avez eu sur vos 111 vies 11 intéressantes que je vais vous raconter. Et elle me l'a raconté 11 petites histoires que j'ai trouvées extraordinaires, qui en plus avaient l'air d'expliquer certains de mes comportements. Et qui deviendront des livres, non? J'en parle déjà dans la boîte de Pandore, et dans la boîte de Pandore et dans la prophétie des abeilles, qui sont mes 2 livres où mes héros font des régressions dans leur vie antérieure. Mais c'est une source pour faire ma documentation historique, ou pour avoir l'impression de faire ma documentation historique. Je pratique en effet l'auto-hypnose régressive. J'ai encore passé pour un allumé, mais c'est le grand avantage du mot romancier. J'ai pas l'obligation de vous le prouver. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il suffit de lire l'histoire et on voit bien est-ce que ça sonne vrai ou est-ce que ça sonne pas vrai. Et puis il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, vous en seriez peut-être pas là aujourd'hui si elle n'avait pas aimé vos articles de journaux. Bernard Werber, c'est Françoise Giroud. Oui. Alors je m'étais présenté à un prix à l'époque où j'étais journaliste, et c'était un article sur Singapour. Elle m'avait contacté et on s'était rencontrés, et elle avait poussé à ce que ma situation au sein du Nouvel Observateur s'améliore, puisque j'avais pas de contrat, et j'en suis reconnaissant. C'était une femme formidable et très impressionnante. Et son fils m'a aussi permis d'avoir une présence dans les cinémas MK2, qui est Marine Karmitz. Je crois qu'il s'appelle Nathanaël Karmitz, c'est son fils. Et
Et donc, je lui dois doublement une double reconnaissance pour avoir essayé de me faire promouvoir dans mon entreprise de l'Obs et pour m'avoir permis de donner un peu plus de diffusion à mes films. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez un jeune journaliste scientifique, Bernard Werber, mais vous avez fait des articles sur des choses dont on parle seulement aujourd'hui. Je pense aux casques à réalité virtuelle qui sont dans le commerce aujourd'hui. Et quand vous avez traité le sujet, personne n'en parlait. J'essayais tout le temps de parler des choses qui vont bientôt arriver. Maintenant, au Nouvel Observateur, on me demandait surtout de faire des sujets classiques. Donc, on avait le cholestérol, j'avais couvert à l'époque Tchernobyl et le sida, des choses comme ça. Mais c'est des sujets obligés. Moi, j'essayais tout le temps de trouver des choses un peu nouvelles. Mais moi, je dirais que le Nouvel Observateur a observé surtout des choses pas nouvelles, ce qui est dommage pour eux. Et au bout de 7 ans de bons et loyaux services, je suis allé au chômage où j'ai pu terminer tranquillement ma dernière version des Fourmis. Et c'est par chance après que le livre a marché. Et vous êtes lu partout, y compris dans les prisons. Et vous avez donné un jour une conférence à Fleury-Mérogis. Vous en parlez dans ce livre. Oui, où je me suis retrouvé avec un parrain de la cocaïne qui vivait entre le Pérou et le Brésil. Et c'est un papy français charmant. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, ça me fera un bon personnage. Mais il était tellement extraordinaire qu'il faisait pas crédible. Mais vous savez, le problème, il faut rester toujours vraisemblable. Et par moments, vous rencontrez des personnages qui sont tellement dingues que vous savez que si vous parlez d'eux, les gens vont croire que vous l'avez inventé ou que l'histoire que vous racontez est fausse. Mais j'explique bien dans le livre ce qu'il m'a raconté. Et lui, c'était un spécialiste aussi d'une tribu du Brésil. Et il voulait m'inviter au Brésil pour que je rencontre cette tribu qui pratiquait en effet des rites assez similaires à ceux que je décrivais dans les Thanatonautes. Il y a un seul regret dans tout ça, Bernard Werber, c'est la télévision. Vous avez un jour rencontré un directeur de télévision qui a dit qu'il ne regardait pas la télévision. Vous devez en savoir quelque chose. Oh oui. Non, il m'a dit qu'il venait d'une école de commerce et que pour lui, les projets... En fait, je lui avais proposé une série de types Chapeau et bottes de cuir, on y revient. Ouais. Et il m'avait dit, Chapeau et bottes de cuir, c'est quoi? Alors je lui ai dit, c'est ce qui passe dans votre chaîne tous les jours à 11h. C'est passé aujourd'hui dans votre chaîne. Il me dit, vous savez, je ne regarde pas la télévision. C'est déjà assez compliqué de parler de télévision toute la journée. Je ne veux pas quand je rentre chez moi parler de télévision. Et d'ailleurs, je n'ai pas de téléviseur et ma femme non plus. Et je me suis dit, c'est le genre de cuisinier qui mange pas les plats et qui s'intéresse pas à la gastronomie. Mais visiblement, c'est eux qui ont le pouvoir. C'était le directeur de la fiction d'une grande chaîne que je ne citerai pas. Donc un jour, vous ferez peut-être de la télévision quand il aura été viré comme tous les autres. Je crois qu'il fait une carrière assez impressionnante. Peut-être que c'est l'un des grands problèmes, et je crois que vous êtes au courant, c'est qu'ils ont placé des gens des écoles de commerce à tous les postes artistiques. C'est-à-dire même dans l'édition, je dois vous avouer. Donc ceux qui vont décider des livres, des films, des spectacles de danse ou de théâtre, sont des gens qui ont juste appris à faire un fichier Excel, de telle manière que le crédit et le débit s'équilibrent. Et c'est ceux-là qu'on recherche partout, et c'est ceux-là qui ont le pouvoir. Donc il faut faire avec. Voilà, et faire avec, écrire des livres. Et vous évoquez enfin dans ce livre, Bernard Werber, l'appréhension du dernier jour de votre vie. Qui ne l'a pas? Il y a cette phrase des Thanatonautes que j'avais mise au début, qui est de Woody Allen, en fait, c'est tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être vraiment décontracté. Moi, je pense tout le temps à qu'est-ce qui va se passer à ma mort et qu'est-ce qui va se passer après ma mort. Pourquoi? Parce que l'un de mes projets est d'exister dans le temps et dans l'espace. Dès le début, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu avoir un prix littéraire, j'ai jamais voulu avoir rentrer à l'Académie française ou avoir la reconnaissance classique. Moi, ce que j'ai voulu, c'est exister dans le temps et dans l'espace, ce qui veut dire être lu dans le monde entier, ce que j'ai, puisqu'il y a plus de 30 pays qui me traduisent, et ensuite survivre à ma mort, c'est-à-dire que comme Pierre Boulle, avec La planète des singes, comme Jules Verne, on continue de me lire et mes livres ont encore du sens, alors que moi je serais 6 pieds sous terre, dans une boîte ou dans une urne. Et je crois que penser à sa mort, c'est pas morbide, c'est pas triste, c'est juste avoir une perspective. Et après peut-être que je me réincarnerai. Dans ce cas, ce sera une manière de revenir autrement, mais j'aurais oublié qui j'ai été. Voilà. Mais je pense beaucoup à qu'est-ce qui se passe après la mort. Je crois que c'est une question aussi passionnante. Le fait de ne pas se poser cette question, ça voudrait dire vraiment qu'on manque de curiosité. Bon, en tout cas, la curiosité actuelle, c'est de lire ces mémoires d'une fourmi, Chelmin Michel, qui vous raconte avec une vraie franchise. Nous parlons vrai sur Sud Radio, vous aussi, vous écrivez vrai. Merci.
Merci Bernard Werber. Les Merci, clés d'une Jacques. vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.